Alors nous accueillons, merci, nous accueillons Madame la Ministre. Merci. Merci beaucoup. Le temps que l'ensemble des personnalités s'assoient, que Madame la Ministre veuille bien rejoindre la tribune. Et je laisserai la parole, très volontiers, au président du CNAEMO. Bien, mesdames et messieurs, avant de démarrer donc le discours, en mémoire aux victimes des attentats de Bruxelles, je vais vous demander de vous lever et de respecter une minute de silence, signe de nos valeurs de solidarité, de citoyenneté et d'humanisme. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette salle du Cadran à Évreux, en Normandie. Avant de démarrer mon discours d'ouverture de ces 36e Assises nationales du carrefour de l'action éducative en milieu ouvert, je voudrais commencer par vous remercier, vous les congressistes au nombre de 750, qui allez assister pendant ces 3 jours à nos débats et échanges autour de la thématique retenue, protection de l'enfance, la diversification dans tous ses états, que j'aurai l'occasion tout à l'heure de décliner. Vous remercier, car sans vous, le mouvement défendant le milieu ouvert du secteur associatif et le champ de la protection de l'enfance n'existerait pas. Nous avions quelques inquiétudes avec la réforme de la formation qui a eu lieu l'an dernier et la baisse des fonds alloués, et n'étions pas sûrs de continuer à remplir nos salles comme nous avions l'habitude de le faire. Mais vous venez de nous démontrer que tout le travail de militance que nous faisons continue à avoir du sens et continue d'attirer bon nombre d'entre vous, professionnels, travailleurs sociaux, dirigeants et administrateurs du secteur. Un grand merci à vous au nom du CNAEMO, aux associations, aux institutions, aux services et aux départements vous ayant permis de nourrir votre réflexion pendant ces 3 jours. Et tout cela confirme la renommée de nos journées nationales. Je souhaite également remercier la ville d'Évreux, Monsieur le maire Guy Lefranc, qui dès le départ de cette aventure nous a soutenus, et son représentant ici, Madame Beauvillard, maire adjointe. Remercier le conseil départemental de l'Eure, son président Monsieur Sébastien Lecornu, représenté par Madame Ouada, vice-présidente. J'aimerais rendre un hommage particulier aux 6 associations organisatrices localement, l'ADAEA, l'association de l'Eure, porteuse du projet d'organisation, l'AXEA dans le Calvados, que je connais bien pour y travailler, l'ADZEAM de la Manche, l'ADZEAO de l'Orne et les 2 associations de Seine-Maritime, l'Élan et Thiétreville. Remercier également le groupe d'organisation des Assises que nous appelons dans notre jargon le GOA, composé de professionnels de toutes les fonctions de ces 6 associations et particulièrement Jean-Pierre Maillet, le pilote de ce groupe, Denis Colognier, le délégué régional, et Laurence Denis. Remercier aussi la commission assise qui accompagne chaque année pendant plus d'1 an les travaux préparatoires à cet événement et remercier l'ensemble des composantes du CNAEMO, les vice-présidents, les membres du bureau, les administrateurs, les délégués régionaux, les salariés du siège dont notre déléguée régionale Sandrine Dottini, les responsables et l'ensemble des membres des commissions du CNAEMO.
tous n'hésitant pas à militer et à défendre les valeurs dont notre mouvement est porteur. En ma qualité de président, soyez-en sincèrement remerciés. Enfin, nous avons l'honneur de recevoir Madame Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, qui m'avait affirmé lors d'une entrevue au ministère en octobre 2015, dans le cadre du collectif AEDE, donc Agir ensemble pour les droits de l'enfant, qu'elle ferait tout son possible pour venir ouvrir ses assises. Elle va nous présenter donc la feuille de route et la nouvelle loi réformant la protection de l'enfance du 14 mars 2016. J'aurai l'occasion de réaffirmer ensuite auprès de la ministre plusieurs sujets importants que le CNAEMO défend depuis plusieurs mois ou plusieurs années, la question des jeunes majeurs, la création du Conseil national de protection de l'enfance, la gouvernance et le rôle de l'État. Voilà pour les remerciements. Chaque année, les assises nationales du CNAEMO se déroulent dans une ville différente de France. Pourquoi avoir choisi la ville d'Évreux cette année ? L'organisation des assises nationales s'inscrit chaque année dans un contexte particulier. C'est dans une alchimie complexe que se décide l'organisation de cet événement. Dans un premier temps, ce sont les groupes régionaux du CNAEMO, au nombre de 17 présents dans toutes les régions de France, qui réalisent une veille pour évaluer quelles associations de leur territoire pourraient être porteuses des assises nationales du Carrefour et s'investit dans une belle aventure collective. De cette veille, chaque groupe régional du CNAEMO vérifie les motivations de chacune des structures associatives et font une proposition dans un deuxième temps à la commission assise, puis à l'ensemble des administrateurs de notre mouvement. Après cette première approche, il a donc été proposé en 2016 d'organiser les assises au sein de notre belle région normande pour dynamiser un groupe régional déjà très engagé avec de nombreux membres, et ce depuis plusieurs années. Je suis d'autant plus heureux que les premières assises, après mon élection à la présidence en 2015, s'ouvrent en Normandie, la région où je travaille et je réside. Et c'est la ville d'Évreux qui a été retenue par l'ensemble des administrateurs du CNAEMO, une ville de France qui n'avait pas encore accueilli les assises nationales du Carrefour. Cette année, la thématique choisie fait référence à la notion de diversification en protection de l'enfance. Est-ce à dire que l'AMO, l'AED et plus largement le milieu ouvert s'inscrivent dans une profonde mutation? Il est vrai que depuis quelques années, et avec l'arrivée de la loi du 5 mars 2007, notre secteur a fortement été réinterrogé, amenant diverses réflexions quant à la pertinence de nos interventions et nos pratiques professionnelles. Encore aujourd'hui, il faut sans cesse innover, inventer et créer de nouveaux dispositifs pour une meilleure prise en compte éducative des enfants et de leurs familles. Et cela ne peut se faire qu'à condition d'avoir la réelle motivation et intention de se réinventer chaque jour. Néanmoins, nous pouvons rappeler que cette diversification des modes de prise en charge était à l'œuvre bien avant la loi du 5 mars 2007, qui est venue d'une certaine manière la reconnaître autant que l'encourager. L'ouverture de nouveaux services ou encore la création de dispositifs dans le cadre d'un même service ou établissement sont des exemples de cette nouvelle diversification. Plus encore, il est intéressant de rappeler que le CNAEMO s'inscrit depuis 2015 dans un contexte d'ouverture et que nous entendons diversification non pas à partir d'un même fondement juridique, mais à partir de la nature de l'intervention. Il s'agit ici de situer l'ouverture du CNAEMO aux professionnels intervenant dans cet espace entre placement et milieu ouvert et qui interviennent dans le cadre du placement externalisé ou de l'AMO avec hébergement. Il s'agit également, en distinguant milieu ouvert et placement éducatif à domicile, d'envisager cet entre-deux, non plus dans ce clivage, mais dans une perspective dynamique, porteuse d'innovation dont le CNAEMO ne peut se désintéresser. Ces nouvelles formes d'intervention et de diversification viennent donc colorer le paysage du milieu ouvert, questionner l'unité et les repères et contribuent de fait à une grande mutation de notre secteur qui s'inscrit dans un contexte budgétaire de plus en plus tendu. Qu'entendons-nous par diversification dans tous ces états? Tout d'abord, la diversification en protection de l'enfance a toujours eu du sens à partir du moment où le faire ensemble était considéré comme une priorité, permettant ainsi un meilleur accompagnement éducatif dans les prises en charge des familles. Néanmoins, à l'heure où notre secteur est confronté à une réelle mutation avec l'arrivée de nouvelles professions au sein des équipes,
TISF, CESF, médiateurs familiaux, etc., symbolisant une diversité déjà à l'œuvre dans les mesures dites classiques, et le rapprochement du milieu ouvert avec l'hébergement dans un contexte de rationalisation budgétaire très tendu, où parfois s'opèrent des jeux de concurrence, il s'agit de réinterroger cette diversification à chaque instant et à chaque étape de sa mise en œuvre. Comment garantir une cohérence des interventions au-delà des appartenances propres à chaque travailleur social? Comment garantir à la famille que son parcours ne soit pas morcelé au point de devenir un récit institutionnel plus qu'une histoire vécue? Ce sont autant de questions qui nous invitent à penser la diversification dans tous ses états. Au-delà de la diversification elle-même, ce sont à la fois ses conséquences, mais aussi les évolutions de la protection de l'enfance, et en particulier du milieu ouvert dans lesquels elle s'organise, que nous proposons d'interroger. En effet, la diversification vient dire quelque chose de notre rapport aux familles, de nos modes d'organisation et de nos constructions identitaires. Cette réflexion, qui est d'actualité, nous paraît d'autant plus essentielle que les tensions liées aux enjeux budgétaires peuvent venir réduire le débat à des questions d'opposition concurrentielle entre les approches et les services. Par ailleurs, on entend la diversification dans tous ces États par la réflexion menée au niveau d'autres pays européens. En effet, dans un contexte où nos interventions se réfèrent à des textes fondamentaux internationaux, Anna Rourka, présidente de la conférence des OING au Conseil de l'Europe, interviendra vendredi en clôture des assises, sur les questions suivantes. Comment intégrons-nous à nos réflexions les expériences menées par nos voisins européens, leurs questionnements parfois proches des nôtres, malgré les spécificités de chaque pays? Ces 2 jours et demi d'assises, autour de débats, d'échanges et d'interventions d'élus, professionnels, psychologues, philosophes, sociologues, juristes, travailleurs sociaux, chefs de service, directeurs, chercheurs reconnus dans le secteur, viendront nourrir cette réflexion et apporter très certainement quelques réponses à travers lesquelles, je l'espère, les avancées nous permettront de construire ensemble la protection de l'enfance de demain. Je vous remercie et j'invite Madame la Ministre à ouvrir ces 36e assises de l'action éducative en milieu ouvert. Merci. Monsieur le Préfet, Monsieur le député Jean-Louis Destan, cher ami, Madame la vice-présidente du Conseil départemental, Madame Wada, dont je tiens à saluer l'assiduité et la participation au groupe de travail des départements que j'ai installé et que j'ai donc plaisir à voir ici, dans son département. Madame la première adjointe au maire, Madame la procureure de la République, Monsieur le président du CNAEMO, cher Salvatore Stella, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse d'être parmi vous, quelques jours seulement après la promulgation de la loi relative à la protection de l'enfance, loi du 14 mars 2016, et de pouvoir échanger de nouveau avec les professionnels de terrain sur les perspectives qu'ouvre cette loi. Je suis convaincue qu'une réforme de la protection de l'enfance ne peut se mener qu'avec les acteurs qui la mettent en œuvre, leur soutien et leur adhésion. C'est tout l'enjeu de la démarche de concertation que je conduis depuis plus d'1 an avec les professionnels de la protection de l'enfance, mais aussi avec les élus, avec les enfants ou les anciens enfants ou les jeunes adultes ex-enfants accueillis par l'ASE, avec les parents et avec les bénévoles. C'est avec vous que nous avons construit, discuté chaque disposition du texte qui viendra être adopté et qui constitue la structure d'une réforme plus large traduite dans la feuille de route pour la protection de l'enfance. À côté des dispositions législatives, nous avons en effet travaillé à l'identification de mesures d'accompagnement et de la mise en œuvre de la loi, des actions visant à l'amélioration des connaissances et au soutien à l'évolution des pratiques des organisations. Avant de revenir sur ces mesures, je voudrais une nouvelle fois saluer la mémoire de Jacques Gastoft. Mes pensées vont vers son épouse, à qui j'ai remis il y a 1 an, à titre posthume, les insignes de chevalier dans l'Ordre national du mérite, vers ses enfants, vers ses collègues, qui m'ont fait confiance et qui m'ont livré leurs questions, leurs préoccupations et avec qui nous continuons de travailler.
Il y a un an, Jacques Gastoff était été assassiné dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'il tentait de protéger une femme et son enfant de la violence d'un père. À travers lui, c'est l'engagement de tous les professionnels de première ligne que je tiens à saluer, leur engagement dans des contextes souvent difficiles et parfois dangereux. Nous nous sommes longuement interrogés dans le cadre de la concertation sur la nécessité de sécuriser les conditions d'exercice pour certains professionnels quand ils sont seuls ou qu'ils doivent faire face à des exigences impossibles à tenir. C'est le cas dans l'organisation de certaines visites en présence de tiers, quand elles perdent tout sens pour l'enfant comme pour le professionnel. Dans ces situations, professionnels et enfants sont exposés. Et je pense évidemment aussi à cette fillette de 4 ans, à la fois témoin et victime, et qui portera elle aussi longtemps les séquelles de cette dramatique journée. Pour cette fillette, le parcours à l'aide sociale à l'enfance n'est pas terminé. Elle va continuer d'avoir besoin du soutien, de l'accompagnement des éducateurs, de la protection de l'enfance. Oui, nous partageons cette conviction que rien n'est joué d'avance pour un enfant et qu'en mobilisant les énergies, avec de la prévention, avec une action éducative, il est possible d'échapper au déterminisme. C'est tout l'enjeu de la réforme que je conduis et qui vise à mieux prendre en compte les besoins des enfants pour soutenir leur développement et leur capacité de faire leurs propres choix. Se centrer sur l'enfant nous est apparu comme le seul moyen d'échapper au clivage encore dominant en protection de l'enfance. Il est vrai que la place que la société accorde aux enfants et à leur protection est un sujet délicat qui fait ressortir un certain nombre de dogmes qui s'affrontent depuis de nombreuses années. Sans doute les maltraitances, a fortiori à l'encontre des enfants, nous révoltent, mais elles dérangent aussi de nombreuses certitudes. Nous aimerions tellement croire que la famille est naturellement bonne et protectrice. Mais il faut nous garder ces certitudes comme des fausses alternatives, celles qui opposeraient l'administratif au judiciaire, le secret professionnel au partage d'informations, les droits de l'enfant aux droits des parents. Face aux tentations des clivages, c'est la Convention des droits de l'enfant qui doit guider nos choix, qui doit nous permettre de penser les droits de l'enfant dans la perspective plus large d'un projet de société. L'idée est de construire un environnement bienveillant qui protège et stimule chaque enfant, qui soutient son développement et son épanouissement. Évidemment, le chemin est encore long à parcourir pour reconnaître à l'enfant des droits effectifs et les représentations de sa place dans la société sont encore très diverses. Mais la ratification du 3e protocole de la Convention des droits de l'enfant l'année dernière, l'audition de la France par les Nations Unies en janvier et l'adoption de la loi protection de l'enfant nous ont donné l'occasion de porter dans le débat public une vision politique des besoins de l'enfant et de leur potentiel. Mieux protéger les enfants les plus vulnérables au travers de la réforme de la protection de l'enfance, trouver des réponses adaptées aux besoins des tout-petits dans les dispositifs d'accueil des jeunes enfants, permettre aux mères seules de souffler grâce à la création de solidarités de proximité, toute l'action de mon ministère s'inscrit dans cette conviction qu'il est possible de soutenir les capacités de tous les enfants dans la prise en compte de la pluralité de leurs besoins et dans l'aide aux familles. J'insisterai ici sur les 2 enjeux majeurs de cette réforme, centrer les interventions sur l'enfant et réaffirmer le rôle de l'État dans la protection des plus vulnérables. Ces avancées se traduisent dès l'article 1er de la loi par une nouvelle définition de la protection de l'enfance et par la création du Conseil national de la protection de l'enfance, j'y reviendrai. La première évolution majeure portée par la loi du 14 mars tient dans un changement de paradigme qui nous oblige à sortir d'une vérité générale qui consisterait à penser qu'aider la famille, c'est aider l'enfant. La réalité des besoins des enfants les plus vulnérables, leur capacité à se faire oublier, leur invisibilité, nous impose d'ajuster nos modes d'intervention, nos grilles d'observation pour leur accorder une attention particulière, indépendamment des difficultés que peuvent par ailleurs rencontrer les parents. C'est cette attention à l'enfant, à la prise en compte de ses besoins, qui guide toutes les dispositions du texte au travers de 3 grandes orientations. Veiller à la cohérence et à la continuité des parcours des enfants en protection de l'enfance, améliorer le repérage du danger pour mieux y répondre et enfin développer la prévention à tous les âges de l'enfant. Se centrer sur l'enfant, c'est l'envisager dans la pluralité de ses besoins. C'est prendre en compte son parcours et les ressources de son environnement. C'est pourquoi nous avons retravaillé l'inscription du projet pour l'enfant dans la loi. Un groupe de travail mène actuellement une réflexion pour construire un cadre facilitateur pour les acteurs.
Mais ils butent, comme tous ceux qui s'y sont essayés avant eux, sur la difficulté à produire un outil efficace pour l'action éducative qui n'épuise pas la créativité des professionnels, mais leur donne des repères et les appuis nécessaires pour établir un diagnostic partagé, favoriser les regards croisés et n'oublier aucun champ d'action. Nous veillerons de ce point de vue à ce que soient mieux pris en compte les besoins de santé de l'enfant ainsi que les ressources de son environnement. Il y aura un référentiel commun, mais aucun modèle unique de PPE ne sera imposé. Ce qui compte en fait, c'est que le PPE existe et qu'il permette effectivement la mobilisation des intervenants auprès de l'enfant autour de 2 objectifs, la prise en compte de ses besoins et la construction pour lui et avec lui d'un projet de vie pérenne. Les évaluations conduites en protection de l'enfance sont encore trop souvent statiques et ne permettent pas toujours aux enfants de se projeter dans l'avenir, ce qu'ils vivent très douloureusement. Je précise de ce point de vue qu'il existe bien entendu une cohérence entre les diverses dispositions du texte qui visent une meilleure prise en compte des besoins des enfants et la stabilité de leur parcours. La révision régulière de leur situation, en particulier quand ils sont très jeunes, au travers notamment de la mobilisation des commissions pluridisciplinaires et pluriinstitutionnelles. La recherche du meilleur statut pour l'enfant et la diversification des réponses de protection, avec par exemple la sécurisation des conditions d'accueil chez un tiers, qu'il s'agisse de décisions administratives ou judiciaires, ou encore les mesures prises pour mieux accompagner les sorties de l'aide sociale à l'enfance. L'accompagnement vers l'autonomie des jeunes s'est en effet très vite imposé comme une question centrale dans la concertation que j'ai menée. Cette préoccupation était évidemment liée aux inquiétudes provoquées par le désengagement de certains départements vis-à-vis des jeunes majeurs. Mais elle révélait aussi un profond questionnement quant aux modalités de cet accompagnement, notamment par les anciens de l'ASE. Qu'ils gardent ou non un souvenir positif de leur parcours à l'ASE, ils sont nombreux à vivre leur sortie du dispositif comme une rupture d'une grande brutalité. Il faut dire que ce moment charnière dans l'accompagnement en protection de l'enfance révèle plus largement le très grand cloisonnement des interventions en protection de l'enfance. C'est la raison pour laquelle nous avons introduit dans le texte l'obligation pour le préfet, le président du conseil de département ou la présidente du conseil de département et les autres acteurs de coordonner leurs interventions autour d'un objectif prioritaire, mieux prendre en compte les besoins des jeunes les plus vulnérables et favoriser leur accès aux dispositifs de droit commun. On peut ainsi mobiliser la garantie jeune, les services civiques, les places en foyer de jeunes travailleurs. Cette mesure a été construite à partir des expérimentations conduites sur 7 départements qui ont montré que les conditions de sortie du dispositif des jeunes de l'ASE ou de la PJJ étaient moins liées au mode d'organisation d'un acteur qu'à la volonté partagée sur le territoire de conduire un accompagnement global pour ces jeunes. C'est l'impulsion et la mise en œuvre de coordination efficaces, bien avant la majorité du jeune, qui permet de travailler dans le même temps leur émancipation et la préservation d'une sécurité nécessaire au plan matériel et au plan affectif. La loi pose ainsi le principe d'une responsabilité partagée des acteurs vis-à-vis des jeunes de l'ASE, une responsabilité qui se traduit dans des mesures concrètes, comme l'obligation de construire avec le jeune, dès ses 17 ans, un contrat d'accès à l'autonomie, la poursuite de l'accompagnement pendant l'année scolaire engagée, ou la constitution d'un pécule versé aux jeunes à ses 18 ans, constitué par le versement de l'allocation de rentrée scolaire qui, en fait, ne sera plus versée à la famille. Vous savez tous que les allocations familiales peuvent être, sur décision du juge, versées soit au département, soit maintenues à la famille. Mais qu'en ce qui concerne l'allocation de rentrée scolaire, elle était toujours systématiquement versée à la famille. La disposition que nous avons prise dans la loi consiste à dévier l'allocation de rentrée scolaire et à la livrer sur un compte dépôt qui sera placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour constituer pour le jeune un pécule qu'il trouvera à sa sortie du dispositif de l'ASE, à sa majorité. Et d'ailleurs, la cohérence tient par exemple au fait que dans l'entretien que le jeune doit avoir pour construire son contrat d'accès à l'autonomie, la question de l'usage de ce pécule sera aussi un des sujets d'accompagnement et de réflexion et de discussion avec le jeune. Prendre en compte les besoins de l'enfant, c'est aussi mieux repérer les signes de souffrance quand ils se manifestent et apporter à chaque situation une réponse adaptée.
Malgré les avancées de la loi de 2007, avec la création des CRIP, il faut aller plus loin dans la lutte contre les violences faites aux enfants. C'est la deuxième grande orientation nationale pour la protection de l'enfance. Elle se traduit dans la loi et la feuille de route par diverses mesures qui visent à clarifier et qualifier les évaluations des situations des enfants à l'occasion des transmissions d'informations préoccupantes, par exemple, mais aussi à mieux protéger l'enfant dans les moments de fragilité. La loi prévoit ainsi des dispositions contraignantes précisant la notion déjà identifiée d'intérêt de l'enfant. Le texte vient en effet clarifier les conditions de saisine de l'autorité judiciaire en l'autorisant dès que la gravité de la situation le justifie, fixer un cadre national pour l'évaluation de l'information préoccupante. La loi impose par ailleurs une motivation spéciale et un cadre de référence centré sur les besoins de l'enfant pour les visites en présence d'un tiers, motivation spéciale du juge, et elle veille à ce que les retours au domicile des enfants confiés soient effectivement accompagnés. Un médecin référent pour la protection de l'enfance devra par ailleurs être désigné dans chaque département pour faciliter les liens entre les professionnels de santé qu'ils exercent au département, en libéral ou à l'hôpital. Lutter contre les violences, c'est aussi lutter contre les violences institutionnelles. C'est ce que propose la feuille de route en ouvrant des pistes de travail pour favoriser les approches bienveillantes dans les institutions et en renforçant les contrôles. La loi du 14 mars ouvre par ailleurs de nouvelles perspectives pour la prévention. Dans la continuité de la loi de 2007, la loi du 5 mars 2007, la période périnatale est identifiée comme un moment très propice à la relation d'aide parce qu'elle permet, dans une approche universelle et non stigmatisante à des familles en très grande difficulté, d'accepter une aide centrée sur l'arrivée du bébé, bien davantage que sur leur vulnérabilité. 2 mesures sont identifiées pour développer la prévention dans un continuum avec le soin pour la protection des tout-petits. L'inscription dans le Code de la santé publique de l'examen prénatal précoce et dans le Code de l'action sociale et des familles, l'inscription des centres parentaux. Dans les 2 cas, l'efficacité des actions dépendra directement de la capacité des acteurs à travailler en réseau pour, d'une part, soutenir le développement de l'enfant et, d'autre part, construire pour les parents la contenance et la sécurité nécessaires pour répondre aux besoins du bébé. C'est dans cet esprit que nous avons travaillé à l'élaboration d'un livret des parents qui concernera tous les parents et qui sera envoyé par les caisses d'allocation familiale à tous les futurs parents pour le premier enfant au 5e mois de grossesse, et ce livret parentalité sera disponible à partir du 11 avril. Ce livret insiste particulièrement sur les besoins de l'enfant et les ressources disponibles pour les parents, ceci dans une approche très bienveillante à l'égard des parents. Je voudrais aussi souligner l'importance de la prévention spécialisée, dont le cadre d'intervention a été clarifié par la loi. Au moment où s'intensifie la lutte contre toutes les formes de décrochage, où de nouvelles menaces pèsent sur les jeunes, les équipes de prévention spécialisées sont une ressource indispensable pour repérer les signes de mal-être et répondre aux besoins des jeunes sur les territoires. Cette mission trouve donc tout naturellement une place centrale dans la réforme de la protection de l'enfance. Je sais le rôle déterminant que jouent les équipes éducatives en protection de l'enfance pour prévenir l'emprise radicale dont sont victimes de nombreux jeunes vulnérables. Je voudrais ici rendre hommage à ces équipes. Je sais la difficulté de travailler ces questions qui renvoient tout autant à des pratiques déjà éprouvées, mais aussi à de nouvelles approches. Nous avons entendu les besoins de formation importants qui se sont exprimés ces derniers mois et nous veillons à construire, aux côtés de la mobilisation des services de sécurité, une réponse sociale qui corresponde aux besoins des familles, des jeunes et des travailleurs sociaux. C'est dans ce cadre que nous soutenons d'ailleurs un collectif de familles, partant du principe que les familles exposées à la radicalisation de leurs enfants ont développé des savoirs et des compétences utiles pour d'autres familles, pourvu qu'elles soient accompagnées dans cette démarche. Ce rôle d'impulsion et de mise en réseau de l'État traverse d'ailleurs pour moi tout le champ de la protection de l'enfance. L'autre changement majeur porté par la loi du 14 mars tient en effet à la réaffirmation du rôle déterminant de l'État en protection de l'enfance. Un État partenaire plutôt qu'un État tutelle, un État garant d'une gouvernance renouvelée. La gouvernance, le pilotage viennent affirmer et renforcer le sens de la construction nouvelle et partagée de la protection de l'enfance. Aux côtés de l'évolution de la formation et du soutien à la recherche, la gouvernance constitue certainement le levier le plus ambitieux de la réforme de la protection de l'enfance. Les attentes des acteurs rejoignent de ce point de vue les recommandations de nombreux rapports, parmi lesquels le rapport des inspections, justement consacré à la gouvernance en protection de l'enfant, dit rapport MAP,
Professionnels, bénéficiaires, experts, tous disent la nécessité de définir un cadre national pour la protection de l'enfance. Il ne s'agit pas de dire que l'État vient entamer le champ de compétences des départements, qui sont les chefs de file incontestables de cette politique. Il s'agit de dire qu'au sein de la protection de l'enfance, l'État a un rôle. Ce rôle, c'est celui de donner du sens à la politique publique de protection de l'enfance, de lui apporter le cadre nécessaire à l'épanouissement des initiatives et des singularités locales, tout en assurant à chaque enfant sur tout le territoire la même qualité de service public. Les disparités entre les départements sont beaucoup trop nombreuses et les destins des enfants beaucoup trop aléatoires selon la limite de département dans laquelle ils tombent. Tout l'enjeu est de trouver... Merci, ça va me permettre de respirer. Tout l'enjeu est de trouver le juste point d'équilibre entre le pilotage départemental de cette politique décentralisée et la mise en place d'un pilotage national à la fois garant et facilitateur. C'est pourquoi les élus et les services des conseils départementaux ont été étroitement associés à la concertation sur la protection de l'enfance, et ce, dès son commencement. Les présidents des conseils départementaux ont été les premiers à être réunis dans le cadre de la concertation dès novembre 2014. Leurs services ont été associés à la mise en œuvre de la feuille de route dans le cadre d'un groupe de travail se réunissant tous les 2 mois en présence des représentants de l'Audace et de l'ONED. Mais il faut continuer. Ce que nous avons fait au plan national pourrait être fait au plan départemental. Je plaide pour une alliance entre les services enfance-famille et les élus chargés de la protection de l'enfance dans les départements. J'ai dit au début de la concertation, quand j'ai engagé le processus de réforme de la protection de l'enfant, que la protection de l'enfance était l'angle mort des politiques publiques. Pour être encore plus explicite, j'ai l'habitude de dire que je ne connais pas un seul président de département qui se soit fait élire ou battre sur sa politique de protection de l'enfance. C'est un sujet qui n'est pas traité, qui n'est pas abordé d'un point de vue démocratique. Et c'est sa grande faiblesse, c'est sa grande fragilité. La vulnérabilité de la protection de l'enfance se situe aussi là. Et lorsque je dis que je plaide pour une alliance entre les services et les élus, je pense que les uns et les autres ont intérêt à construire ensemble leur feuille de route départementale sur la base de la réforme et de la feuille de route nationale et à l'imposer dans les assemblées départementales. Une élue d'un département qu'on ne citera pas disait encore hier dans une confidence 5 minutes en débat d'orientation budgétaire, 5 minutes sur la protection de l'enfance. Comment est-il possible qu'une compétence qui mobilise autant de moyens, et on ne manque pas de me faire remarquer, les présidents et représentantes de département en tête, à quel point la protection de l'enfance est importante sur le plan budgétaire, comment est-il possible qu'un tel volume budgétaire se traduise par une telle faiblesse de temps consacré à débattre de la protection de l'enfance? Et ce n'est que l'alliance des vice-présidentes, parce que je dis vice-présidentes parce que le plus souvent ce sont des vice-présidentes, et des services qui peut imposer le sujet politique qu'est et que doit être la protection de l'enfance dans la politique des départements. La protection de l'enfance a également besoin d'un cadre national de pilotage et c'est le sens de la création du Conseil national de la protection de l'enfance. C'est une attente forte des acteurs. Cette instance de pilotage placée auprès du Premier ministre aura un rôle opérationnel. Elle sera chargée d'impulser, coordonner, évaluer la mise en œuvre de la politique de protection de l'enfance sur le territoire national. Sa composition sera fixée par décret, mais je peux déjà vous annoncer que les acteurs de la protection de l'enfance y seront représentés dans leur diversité. Les départements seront bien évidemment présents aux côtés des différents services de l'État, des professionnels et des associations. Le Conseil national se réunira à minima une fois par an en plénière afin que la protection de l'enfance demeure en mouvement. Les questions de gouvernance et la mise en place de cette nouvelle instance faciliteront, à mon sens, les articulations entre les acteurs et garantiront la cohérence de cette politique publique. L'amélioration de la gouvernance en protection de l'enfance passe aussi
par le développement de logiques interministérielles. Il ne s'agit pas que je plaide pour la pluridisciplinarité, les approches pluriprofessionnelles, le décloisonnement des acteurs, sans prendre ma part au niveau gouvernemental, au niveau de l'État, sur la nécessité de développer des logiques également interministérielles qui permettent de favoriser ces logiques pluri-institutionnelles et de participer, je l'évoquais, au décloisonnement des interventions. Des mesures concrètes sont identifiées dans la feuille de route à l'appui de dispositions législatives pour soutenir le travail en réseau de la période périnatale et dans l'accompagnement des situations dites complexes. Nous avons la conscience de la nécessité de développer les accompagnements pluri-institutionnels pour les enfants relevant à la fois du champ du social, du ministère des Affaires sociales, du judiciaire, du secrétariat d'État chargé du handicap et aussi de l'éducation nationale. Il y a aussi dans chacun de ces ministères une meilleure compréhension à faire de la part qu'ils peuvent et doivent prendre dans l'accompagnement de la protection de l'enfance. Enfin, les observatoires auront un rôle important à jouer dans le cadre de cette nouvelle gouvernance et participeront de l'amélioration de cette politique publique sous plusieurs angles. D'abord en construisant une véritable capacité d'observation des besoins et des réponses apportées aux enfants à l'échelle nationale. C'est un sujet sur lequel nous sommes aujourd'hui très défaillants. C'est pourquoi les mesures sont prises dans la loi pour renforcer les missions des observatoires et elles devront s'appuyer sur l'initiative que je salue des acteurs comme celle de l'Observatoire de l'AEMO. Un bon fonctionnement de nos observatoires facilitera également le décloisonnement des interventions et la diffusion des savoirs sur les terrains au plus près de ceux qui en ont réellement besoin, les professionnels au contact des enfants qui manquent encore trop souvent de points d'appui théoriques ou d'expériences actualisées. Pour conclure, je dirais que la réforme organise les ajustements du cadre légal qui étaient attendus, mais elle permet aussi de relancer une dynamique de travail et de mettre en lumière une politique peu discutée dans l'espace public. Je l'ai évoqué tout à l'heure, je n'y reviens pas. J'ai parfaitement conscience que cette réforme ne se traduira concrètement dans le quotidien des enfants et des familles qu'à condition que les professionnels et les élus s'en emparent. C'est la raison pour laquelle je souhaite que la concertation se poursuive avec l'ensemble des acteurs pour la mise en œuvre de la réforme. L'énergie que nous avons mobilisée collectivement pour améliorer les réponses à la protection de l'enfance, pour leur donner plus de visibilité, n'est en fait qu'un volet d'une ambition plus large, directement inspirée de nos engagements internationaux, celle de porter une stratégie nationale en faveur de l'enfance fondée sur le respect et la promotion de ses droits. Je plaide toujours pour le droit commun pour les enfants de la protection de l'enfance. Les enfants de la protection de l'enfance sont d'abord des enfants avant d'être des enfants de la protection de l'enfance. Je suis donc très heureuse de porter cette responsabilité dans un ministère de plein exercice et qui a fait de l'enfance une politique publique à part entière, visible dans la titulature du ministère. Je vous en remercie. Merci Madame la Ministre. Ne doutez pas, s'il vous plaît, que l'intensité des applaudissements que vous venez d'entendre soit absolument significative de l'intérêt que le public ici présent a pu porter à votre propos. Vraiment. Merci Madame. Permettez-moi d'essayer d'ouvrir cette séquence de dialogue entre vous et le président du CNAEMO, d'essayer de l'ouvrir par une question qui, peut-être même après tout, pourrait presque sembler hors sujet. Il me semble que vous êtes la première à vous appeler ministre des familles. Et ce passage d'un article singulier à un article pluriel ne peut pas être le fruit du hasard et ne peut pas, après ce qu'on vient d'entendre, ne pas être porteur d'une véritable intention politique. Est-ce que ça vous ennuierait de nous en dire un tout petit peu plus sur le passage du singulier au pluriel s'agissant des familles? Alors, ce passage du singulier au pluriel, il est le fruit d'une réflexion. Est-ce que la famille est un concept ou est-ce que
les familles sont tout bonnement le cadre de solidarité, d'amour que chacun construit dans sa vie avec les aléas, parfois heureux, des rencontres, des bonheurs, parfois malheureux, des ruptures, des séparations, parfois de nouveau heureux, des nouvelles rencontres. Et donc aujourd'hui, ne pas avoir une vision dogmatique, être ministre des familles, c'est ne pas porter une vision dogmatique de la famille. Moi, j'accompagne toutes les familles dans leurs difficultés. Ce que j'observe d'ailleurs, c'est qu'elles sont bien souvent très communes, à toutes ces familles. Il n'y a pas les problèmes des familles homoparentales, les problèmes des familles hétéroparentales, les problèmes des familles recomposées. Toutes ces familles ont une part importante de problèmes en commun et de bonheur en commun. Et puis, il y a aussi, à côté de cette part partagée, il y a aussi des spécificités. Et parler des familles, c'est prendre en compte les spécificités de ces familles. Je pense particulièrement aux familles monoparentales. Pourquoi je parle des familles monoparentales? Parce que je pense que c'est celles que vous accompagnez beaucoup aujourd'hui. C'est dans mon ministère, dans mon champ d'action, que je prenne le volet famille, pluriel, que je prenne le volet enfance, que je prenne le volet droits des femmes. Les familles monoparentales sont à la rencontre de mes 3 domaines de compétences. Elles incarnent d'ailleurs, pour moi, la cohérence de ce portefeuille ministériel, dont je sais qu'on peut le trouver un peu baroque, un peu iconoclaste, un peu pas conforme à l'idée que nous, féministes, nous pouvons nous faire de ce qu'est un ministre des droits des femmes, mais que je trouve pour ma part extrêmement pragmatique et extrêmement connecté aux réalités et aux difficultés spécifiques de la vie de nombreuses femmes, qui sont celles des familles monoparentales. Donc, le pluriel, il recouvre à la fois, je vous le disais à l'instant, une absence d'approche idéologique. Je n'ai pas de modèle de famille à vendre. Voilà, je n'ai pas d'idée sur ce qu'est une bonne famille. Une bonne famille, c'est une famille dans laquelle les enfants sont élevés de manière bienveillante, dans laquelle leurs pleines capacités sont soutenues, et c'est une famille dans laquelle, quand il y a des difficultés, on peut demander de l'aide aux professionnels que vous êtes. Voilà mon point de vue sur le ministère des Familles. Alors, merci beaucoup pour cette première réaction. Peut-être parce que la salle tout à l'heure a réagi pour la première fois dans votre propos au moment où vous abordiez cette question-là, peut-être si vous en étiez d'accord, nous pourrions développer quelques réflexions à propos de ce que vous avez appelé la gouvernance, une gouvernance nationale, revisitée, repensée, pour, dites-vous, redonner du sens à la politique publique. Alors on a bien noté la Constitution, et ça fera plaisir forcément au président du CNAEMO qui avait pris des positions explicitement favorables à ça. On a bien noté la Constitution du Conseil national de protection de l'enfance, mais peut-être ça vaudrait le coup, alors peut-être que Salvador réagisse un petit peu à cette question-là et qu'ensuite vous puissiez répondre, madame. Oui, alors sur la réaffirmation du rôle de l'État, c'est vrai qu'on a senti dans différentes lois, là on parlait de la réforme de la protection de l'enfance, sur la loi santé aussi, et nous souhaitions, nous au CNAEMO, effectivement, nous étions porteurs aussi de ce projet-là, c'est-à-dire de pouvoir avoir un Conseil national de la protection de l'enfance. Nous, on était favorables à cela. On avait eu l'occasion d'en échanger au mois d'octobre. La question qu'on se pose aujourd'hui, qu'on s'est posée au Conseil d'administration hier après-midi que nous avons eu au CNAEMO, c'est un petit peu comment ce Conseil national-là va pouvoir donner quelques axes de travail, de directives, je ne sais pas jusqu'où peut aller ce Conseil national pour pouvoir après effectivement avoir un écho au niveau des départements qui sont effectivement nos financeurs, nos tutelles et chefs de file de la politique de la protection de l'enfance. Donc c'est un petit peu plus sur l'opérationnalité de ce Conseil national. Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Tout à fait.
En fait, alors, je sais que j'ai pas beaucoup besoin de justifier, expliquer la création du CNPE parce que elle est, vous la portiez également aussi. La création du CNPE correspond aussi à une attente des professionnels. Mais quand je suis arrivée au secrétariat d'État chargé de la famille et des personnes âgées, ce qui incluait de manière non explicite l'enfance, j'ai trouvé une proposition de loi qui émanait de deux parlementaires, deux sénatrices, Michèle Meunier et Muguette Dini, et qui a été faite sur la base d'un rapport et de plusieurs rapports sur la protection de l'enfance. Donc je ne manquais pas de rapport. Hein. Quand je suis arrivée, j'en avais une pile comme ça sur mon bureau, donc j'ai déjà décidé de ne pas en refaire un autre, ce qui nous a fait gagner un peu de temps, et de m'inspirer de ce qui avait été fait, et surtout d'essayer d'identifier quelles étaient les observations communes dans tous les rapports. Ce qui apparaissait de manière assez évidente, c'était la disparité des politiques menées par les départements, je l'ai évoqué tout à l'heure, et quand même quelque chose qui me troublait, et qui continuerait de me troubler, qui est que la décentralisation et le respect des compétences décentralisées ne justifient pas autant d'inégalités. Et qu'il y a dans la protection, de qui que ce soit d'ailleurs, dans le sens même de la protection, une dimension régalienne. Et que l'État ne peut pas se mettre en retrait des politiques de protection de l'enfance. En même temps, j'ai senti tout de suite que avancer sur une gouvernance dans laquelle l'État revienne un peu était sensible auprès des départements, et d'autant que, comment vous dire, on peut critiquer la disparité, l'absence d'uniformité des politiques sur le territoire. En même temps, quand j'ai rencontré personne qui regrettait la DAS. Donc voilà, à un moment donné, il faut aussi se dire non, c'est pas leur recentralisation de la protection de l'enfance qui serait la solution aux disparités qu'on observe. Donc il faut remettre de l'uniformité, du pilotage national, de la cohérence. Ce pilotage, il ne peut pas venir à la fois sur un plan réglementaire, législatif, un plan institutionnel. Il ne peut pas venir d'injonctions que le gouvernement ou l'État enverrait au département. Il ne peut venir que de la mobilisation et de la co-construction par les acteurs d'un pilotage national. Donc c'est comme ça que s'est imposée l'idée du Conseil national de protection de l'enfance, qui n'est pas, contrairement à d'autres hautes autorités, où on va créer un haut conseil de la famille, qui existe déjà, celui de l'enfance et des personnes âgées et de l'âge, qui sont des lieux de prospective, d'analyse, de réflexion. Là, on essaye, l'objectif est de mettre en place un outil qui soit un outil opérationnel, c'est-à-dire un lieu de confrontation des pratiques et de pluridisciplinarité. Parce que, une fois qu'on a identifié le cloisonnement des politiques entre les départements, on a un deuxième cloisonnement qui apparaît, c'est à l'intérieur des départements, c'est le cloisonnement entre les différents acteurs de la protection de l'enfance. Et on sait qu'il peut succéder jusqu'à 8 ou 10 travailleurs sociaux, enfin non, pas seulement des travailleurs sociaux, des adultes qui se penchent sur un enfant accompagné, sans que pour autant on soit sûr que ces gens se parlent à un moment donné. Et ni même... Bien sûr. Donc, un des enjeux de l'évolution de la protection de l'enfance, c'est celui de faire se parler tous ceux qui sont autour de l'enfant ou autour de la famille. Et cette pluridisciplinarité, elle se construit. Elle se construit à la base, elle s'impulse au sommet. C'est le rôle que moi j'attribue au CNPE. Et puis il y a aussi, comme toujours, tout n'est pas réglé comme du papier musique. Il y a une part qui est laissée à la créativité et à l'initiative humaine. On est dans des domaines où les personnalités, les engagements, la part d'intime que chacun met dans son engagement professionnel joue aussi. Et le CNPE aura aussi à charge de construire en partie sa fonction et son utilité, dans la mesure où s'y retrouveront tous les acteurs, y compris les départements. Et bien entendu, il sera placé sous la présidence de la ministre ou du ministre chargé de l'enfance, parce que cette instance va largement me perdurer. Et elle devra construire ces pluridisciplinarités, avec par exemple un travail important à faire en matière de formation, de
regard sur les formations, de propositions sur les formations, pour justement pousser à plus de fluidité et de porosité entre les différentes disciplines du travail social autour de la protection de l'enfance. Donc le ministre ou la ministre le présidera, mais c'est un conseil national auprès du Premier ministre, dans l'esprit de développer des logiques interministérielles. Voilà, exactement. D'accord. Cette précision est tout à fait juste. D'accord. Alors, il me semble que dans le propos que vous avez tenu, vous avez volontairement donné une place importante à tout ce qu'il advient pour les jeunes majeurs. Je sais que c'est un souci depuis longtemps au CNAEMO, et si vous en étiez d'accord, il me semblerait important d'ouvrir un échange sur ces questions-là, jeunes majeurs. Salvatore. Alors au niveau du CNAEMO, aujourd'hui, quelques chiffres, on représente 3 500 professionnels, environ 100 000 enfants en danger, et nous avons 82 associations et services de milieu ouvert, et aussi aujourd'hui, autres que milieu ouvert, puisqu'on s'est ouvert en 2015 dans nos statuts à tout ce qui était placement à domicile. Justement, vous disiez tout à l'heure, il faut se parler, il faut décloisonner, etc. Nous avons beaucoup d'adhérents qui nous font remonter en fait une très grande disparité sur les départements, avec 3 façons de faire au niveau des contrats jeunes majeurs aujourd'hui. Vous avez des endroits où c'est toujours possible, je dirais comme la loi le permet, c'est-à-dire de faire des contrats jeunes majeurs de 18 à 21 ans. Vous avez d'autres départements où aujourd'hui il n'y a plus possibilité de mettre en place des contrats jeunes majeurs. Et enfin, il y a un entre-deux qui se construit depuis quelques temps, et notamment cette dernière année, on a une dizaine de départements qui sont allés sur ce terrain-là. C'est de critériser le contrat jeune majeur, de critériser en fait le contrat jeune majeur avec des critères des fois qui peuvent être surprenants, pas forcément sur du projet, mais ça peut être effectivement sur le fait, par exemple, que le jeune doit avoir été au moins une fois placé pour avoir un contrat jeune majeur ou pas. Donc c'est vrai qu'on a une disparité aujourd'hui importante au niveau des jeunes majeurs, et nous avons effectivement appelé les associations et les services. On a fait un appel à témoignages pour avoir justement différents témoignages. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, là au niveau quantitatif, c'est qu'on a de moins en moins de jeunes majeurs. Très clairement, et donc Monsieur le Président de la République nous avait dit en mai 2015 de mémoire qu'il y avait en protection de l'enfance donc la possibilité effectivement de suivre de 18 à 21 ans les jeunes, mais si c'était nécessaire, effectivement, jusqu'à 25 ans, s'il y avait des projets, comme vous l'avez dit tout à l'heure, s'il y avait besoin de continuer un projet autour d'une fin de scolarisation, de professionnalisation, effectivement, ça serait tout à fait possible. Or, la réalité sur le terrain aujourd'hui, on constate cette disparité importante. Donc c'est une préoccupation majeure aujourd'hui du CNAEMO et de ses adhérents. Là aussi, c'est un petit peu de voir un petit peu votre sentiment par rapport à ça. Je partage la préoccupation, et même je pense que c'est plus qu'une préoccupation, c'est une inquiétude. Et c'est même une blessure pour être plus précise encore. Sur la question des jeunes majeurs. D'abord, ça c'est quand dans la concertation, comme on a inclus dans la concertation, ce qui avait probablement rarement ou jamais été fait, les anciens de l'ASE, des gens, pas simplement des jeunes adultes, il y en avait qui étaient des grands adultes, et on les a interrogés, on les a fait parler sur leur perception de la période de leur vie qu'ils avaient passée à l'ASE. Et la question de la sortie de l'ASE a été le sujet principal de leur récit narratif. C'est-à-dire qu'ils avaient des appréciations diverses sur leur parcours à l'ASE, pour certains d'ailleurs diverses dans le temps, des bons moments, des bonnes prises en charge, d'autres moins bonnes, des bonnes familles d'accueil, des bons foyers, des moins bonnes, mais tous racontaient que le passage à l'âge adulte avait été extrêmement difficile et douloureux. Et par ailleurs, il faut quand même avoir en tête les statistiques sur la correspondance entre jeunes en errance et anciens de l'ASE.
on dit que 30 à 40% des jeunes à la rue seraient des anciens de l'aide sociale à l'enfance, ce qui est loin d'être la proportion de l'aide sociale à l'enfance sur une génération. Donc il y a une prévalence, une surreprésentation dans l'errance et la grande pauvreté des anciens de l'ASE. Donc on a travaillé autour de ça, tout en sachant que j'ai une modestie quand même et une ambition qui se mesure au fait que je n'ai pas de moyens supplémentaires à donner au département pour la prise en charge des jeunes majeurs. Il faut comme que je l'ai ça en tête. Je ne peux pas simplement leur donner des injonctions. En même temps, je suis convaincue, pour avoir observé ce qui se fait dans tous les départements sur les jeunes majeurs, qu'il y a des possibilités de faire avec des budgets pas tellement augmentés. Je ne veux pas faire la liste des bons et des mauvais départements, mais il y en a quand même des très bons. Et dans les très bons, il y a un accompagnement des jeunes majeurs jusqu'à 25 ans, qui n'est pas forcément un accompagnement matériel, qui est un accompagnement psychologique, c'est-à-dire qu'on continue de suivre un jeune, c'est-à-dire qu'il sait qu'il va continuer de trouver auprès de l'ASE des interlocuteurs et une forme d'accompagnement et qui va se substituer à ce que chacun d'entre nous, le bon nombre d'entre nous ont, c'est-à-dire une famille auprès de laquelle on peut trouver de l'appui psychologique. Ça, c'est le format le plus idyllique avec, sur le plan matériel, des formules extrêmement souples qui peuvent être mises en place et qui font qu'un jeune majeur ne coûte pas à l'ASE ce que coûte un gamin de 8 ans placé en foyer. Il y a des tas de solutions. Et par ailleurs, pour parler des choses qui posent toujours problème avec les départements, sur les MIE, qui sont grands en général, et puis surtout qui ont déjà un parcours de vie qui fait d'eux des gens plutôt plus solides, il y a possibilité de recourir à des appartements partagés, un accompagnement allégé, qui fait qu'il faut que dans les départements, on cherche quelles sont les adaptations des politiques habituelles de l'ASE pour les jeunes majeurs et pour permettre un accompagnement le plus long. Dire une autre chose, quand vous évoquiez les propos du président de la République, effectivement, avait dit qu'il souhaitait que les jeunes majeurs, que les jeunes de l'ASE puissent finir leur année scolaire. On a eu un débat très dur au Sénat sur la réforme de protection de l'enfance. Autant c'est amusant, on a eu à l'Assemblée un débat assez consensuel, assez de bonne qualité, autant on a trouvé au Sénat une opposition difficile à certains sujets. Et dans le débat très dur, il y avait en particulier sur la question des jeunes majeurs, où on me reprochait en fait de codifier, légiférer sur ce qui existait déjà. Si j'entendais ce qu'on me disait, tout va très bien, partout les jeunes majeurs finissent leur année scolaire. Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des départements, et comme je n'ai pas cité les bons, je n'aurais pas la cruauté de citer les mauvais, il y a des départements dans lesquels ça s'arrête en cours d'année. Et j'avais l'autre jour un jeune en face de moi qui me disait qu'il allait avoir 18 ans en première, qu'il sera en première S, que son objectif dans la vie, c'était de passer un bac S. Et on lui demandait, pour continuer d'être pris en charge, et c'est les fameux contrats critériels que vous évoquez, de trouver un patron pour aller en apprentissage. Et le gamin me disait, mais moi je ne veux pas aller en apprentissage, je ne veux pas trouver de patron, d'ailleurs je ne sais pas où ça se trouve, ce que je veux c'est passer mon bac S parce que mes profs sont convaincus que je vais l'avoir. Et là, je vous assure que la réaction que ça provoque, c'est entre la révolte de ma part et la révolte, entre la révolte et la révolte, soyons simples. Et ici, une profonde tristesse, voilà, une profonde tristesse. Donc, ça fait partie effectivement des sujets. Et là encore, moi, je rencontre les vice-présidents chargés de la protection de l'enfance dans les groupes de travail. Pas tous, ceux qui veulent bien venir, de droite comme de gauche, ceux qui viennent. Il n'y a pas d'affinité politique qui s'exprime. C'est avec eux que vous devez travailler sur ces sujets. Ils doivent porter cette vision de la protection de l'enfance, faire évoluer les départements. Et c'est à vous aussi, services enfance-famille, travailleurs sociaux, d'inventer les solutions moins chères, parce que la réponse, elle est toujours la même, ça coûte. Alors, moi, je suis convaincue que la question, est-ce que ça coûte? Il y a quand même moyen, non pas, je ne vais pas vous vendre l'éternelle histoire de faire mieux avec moins, c'est pas ça ce que je veux dire, mais la protection de l'enfance, c'est quand même dans les départements, puisque justement, c'était un sujet que personne ne regardait. Du moins, les élus ne regardaient pas. Les budgets étaient ouverts, et c'est assez récent qu'on s'intéresse au budget. Mais il faut qu'on porte nous-mêmes les économies intelligentes, et il y en a, quand j'évoque par ailleurs, par exemple, les ressources de l'environnement de l'enfant, il y a des
moi j'observe, je vois, parce que les cas me remontent maintenant, depuis que je suis devenue visible sur la protection de l'enfance, on m'écrit, on me raconte ce qui se passe. Je vois des cas dans lesquels on place des gamins alors qu'on avait quelqu'un dans la proximité de l'enfant qui était en situation de l'accueillir à des tarifs qui n'ont rien à voir avec un placement en foyer. Donc toutes ces ressources-là, elles existent. Il y a une façon de penser, non pas de penser les économies, mais de penser que dans un contexte budgétaire différent, il y a la possibilité d'aller chercher des formules, enfin pas des formules, des prises en charge, des accompagnements qui sont fondés sur d'autres ressorts que celui du placement systématique qui est effectivement onéreux et pas toujours heureux. Alors il me semble que vos propos... Oui, bien sûr, je vous en prie. Bien, ça me donne une idée. Il me semble que vos propos viennent... C'est possible. Il me semble que vos... Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Il me semble... Attendez. Alors, je ne peux pas vous laisser poursuivre. Je ne peux pas vous laisser poursuivre. Mais je ne peux pas vous laisser poursuivre parce que la règle du jeu que nous avons adoptée pour ce moment de travail n'est pas celle-ci. Donc, je vous demande de continuer à respecter cette règle du jeu. Salvatore, qui représente en sa qualité de président l'ensemble des adhérents du CNAEMO, se fait pour l'instant porte-parole. Cette parole sera évidemment incomplète, elle l'est toujours, elle a sa valeur néanmoins. Il me semble que ce que vous venez de nous dire, madame, rejoint exactement la préoccupation que nous tentons de mettre au travail, là, au cours de ces assises, diversification. Alors, on a dit diversification dans tous ces états, mais il me semble que cette interrogation que vous provoquez, si je puis dire, sur la pertinence des moyens ou sur la manière de les mettre en œuvre, vient à son tour compléter l'interrogation sur la diversification nécessaire. Je ne sais pas comment vous recevez cette expression diversification. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans mon intervention liminaire sur la diversification. J'en ai reparlé dans mon dernier propos. Le recours au tiers de confiance, à mon sens, permet un accueil durable et bénévole qui permet aussi de stabiliser l'enfant. Quand je dis bénévole, ça ne veut pas dire que la prise en charge ne va pas être accompagnée. Mais moi, j'ai accompagné des dossiers. J'en ai accompagné un dans mon département. Une gamine, grande difficulté familiale, une gamine pas mal, enfin pas trop instable. La mère d'une de ses copines l'héberge pendant 2 à 3 mois, prévient les services sociaux, etc. Il ne se passe rien pendant 2 à 3 mois. Tout d'un coup, la machine se met en mouvement. Donc pendant 3 mois, elle l'héberge, elle la finance, elle l'habille, elle la nourrit. Tout d'un coup, la machine se met en mouvement. Le juge pour enfants intervient, ce qui est bien normal, et la gamine, du jour au lendemain, est placée dans un foyer à 40 km. La dame vient me voir en me disant « Pourquoi on m'a pas demandé de venir devant le juge ? Pourquoi ça faisait 3 mois que j'avais à la maison ? Pourquoi on ne m'a pas demandé si je voulais continuer, quel rôle je voulais continuer de jouer ? Ça se passait bien. » Donc, bien évidemment, la gamine, après, a dévissé. Il fallait s'y attendre. Et tout ça est un gros désastre à la fin. Tout ça est un gros désastre. C'est le cas typique dans lequel on peut chercher, dans l'environnement de l'enfant ou du jeune, des ressources, le type tiers digne de confiance, et un recours aussi au père qui est plus grand. C'est ce que j'appelle la diversification. Il y a une petite part de prise de risque. Je la connais. Il y a une petite part de prise de risque à chercher des solutions de ce type. Mais de toute façon, en protection de l'enfance, il y a une part de prise de risque dans toutes les solutions. Dans toutes les solutions. Votre métier est un métier de prise de risque continue, est un métier avec des prises de risque importantes. Et c'est pour ça d'ailleurs... C'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois que j'ai à parler devant les caméras des services de protection de l'enfance, à chaque fois
qu'on tend le micro, c'est parce qu'il y a un procès en assises de parents criminels, et à chaque fois, il y a une interrogation sur le rôle des services sociaux. Et à chaque fois, je défends les travailleurs sociaux. À chaque fois, je dis, c'est tous les jours, les travailleurs sociaux prennent des décisions vitales. Et ces décisions, parfois, ils les prennent trop seuls. Et à chaque fois, je vous soutiens. Vous ne trouverez jamais la moindre expression de ma part qui puisse mettre en cause le travail qui a été fait. Même si des fois, au fin fond de moi-même, je me dis, là, bon, je ne le dis pas parce que je veux que les journalistes, en particulier, l'opinion publique, prennent conscience de la spécificité de ce qu'est l'accompagnement de la protection de l'enfance. Voilà, j'ai répondu un peu à votre question et bien au-delà. Mais au contraire, très bien. Salvatore, sur cette question ? Non, sur cette question, plutôt oui. Sur les... moi, j'avais, parce que je vois que l'heure tourne, il y avait une question autour de, notamment sur la feuille de route, l'objectif numéro 5, qui avait mieux encadré les visites médiatisées. Vous avez parlé tout à l'heure de Jacques Gastov et ce qui était arrivé. Donc, est-ce que par rapport aux visites médiatisées, on va avoir justement un référentiel précis, peut-être le type de mesures pour encadrer ces visites médiatisées, parce que c'est vrai que ce qui s'est passé à Nantes, et on va faire les assises de Nantes, les assises du CNAIMO l'année prochaine à Nantes, notamment avec l'association à laquelle cette affaire s'est passée. Donc ils sont encore très marqués par cet événement dramatique. Donc est-ce qu'effectivement au niveau des visites médiatisées, il y a quelque chose déjà d'avancé? Alors, un peu rapidement, mais en fait sur cette affaire des visites en présence d'un tiers, des visites médiatisées, j'ai été alertée dans mes visites de terrain. D'abord, j'ai été rencontrer l'équipe du CNAIMO, de l'AMO de Nantes, pardon, après le drame qui s'était produit, et m'ont raconté la manière dont cette visite médiatisée était pour eux assez incompréhensible. Un père violent, un homme violent plus exactement, et donc un père montrant de la violence qui a utilisé la visite médiatisée pour venir poursuivre de sa vengeance et de sa haine la mère de l'enfant. Et puis aussi, j'ai rencontré dans différents foyers dans lesquels je me suis rendue pour discuter avec les équipes, des éducateurs qui me disaient « mais les visites médiatisées, mais c'est terrible. D'abord, c'est chronophage. Il faut d'abord commencer par convaincre le gamin d'y aller parce que bien souvent, il n'a pas envie parce qu'il y a un passé familial qui est lourd. Et puis une fois qu'on a fini par le traîner à la visite médiatisée, qui ne se passe pas toujours bien, après il faut réparer le gamin quand on rentre. Et ça prend de nouveau 48 heures. On est revenu un mois en arrière sur l'enfant. Et en regardant un peu les jugements, je me suis rendu compte que les juges prescrivaient assez allègrement les visites médiatisées. Les visites médiatisées, c'est une espèce d'entre-deux en fait. C'est quand on ne sait pas trop, on prescrit une visite médiatisée, ça évite de prendre parti sur est-ce qu'il faut ou non que l'enfant continue de voir un parent violent, maltraitant, brutal, etc. Et donc, du coup, ce qu'on a mis dans la loi, c'est l'obligation pour le juge pour enfants de faire une motivation spéciale des visites avec des tiers. C'est-à-dire que le juge devra dire pourquoi il prescrit une visite médiatisée, ce qu'il en attend pour l'enfant. Et donc, je me suis dit que, en demandant ça au magistrat, il est probable, parce que la motivation spéciale, c'est pas la motivation copier-coller, c'est une motivation sur l'enfant, il est probable qu'il se pose un peu plus la question, la motivation spéciale sera un bon outil pour les éducateurs qui vont avoir la visite médiatisée en charge, ils sauront ce que le juge en attend, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis ensuite, peut-être qu'il y a des moments où le juge se dira tout compte fait, je ne sais pas trop pourquoi je la prescris, donc je ne vais pas en prescrire. Et puis il attendra que l'éducateur vienne dire monsieur le juge, madame le juge, ce serait bien d'avoir recours à une visite avec les tiers, parce que ceux qui savent, c'est souvent ceux qui accompagnent l'enfant au quotidien davantage. Voilà ce qu'il y a dans la loi sur les visites médiatisées. Alors, merci madame. Je crois que l'heure ayant tourné, je crois qu'il est l'heure pour vous
de rejoindre un point presse. Je voudrais évidemment vous donner une possibilité de dire un dernier mot si vous le souhaitez, bien sûr, et puis peut-être retenir parmi l'ensemble des choses que nous retiendrons de vos propos, une expression que vous avez employée tout à l'heure qui me parle à moi beaucoup. Vous nous disiez que le moment était venu de changer de paradigme, de quitter un paradigme dans lequel aider la famille, c'était aider l'enfant. Nous n'avons pas eu une formule aussi concise pour définir le second paradigme, celui dans lequel nous avons à entrer avec vous, grâce à la loi que vous avez permis de mettre au travail. Mais il est possible, après tout, que cette formule soit simplement en cours de travail et que ce soit à l'ensemble des professionnels de construire ce second paradigme. Absolument. Merci. Peut-être pour vous dire deux choses. Quand j'ai trouvé cette proposition de loi des deux sénatrices sur la protection de l'enfance, elles pouvaient subir le sort de beaucoup de propositions de loi, c'est-à-dire qu'on les examine dans l'Assemblée où elles ont été déposées, au Sénat ou à l'Assemblée nationale, et puis après, elles se perdent dans les sables de la navette parlementaire et n'arrivent jamais jusqu'à l'autre Assemblée. C'est le sort de beaucoup de propositions de loi. Et j'ai fait le choix de me saisir de ce véhicule législatif et d'engager une vraie réforme ce que j'ai l'immodestie de penser comme étant une vraie réforme de la protection de l'enfant. Quand j'ai fait ça, on m'a regardé, on m'a dit protection de l'enfant, là, c'est compliqué, c'est pas grand public, c'est un sujet, de toute façon, ça se finit pas toujours très bien pour les enfants, donc est-ce que c'est bien utile pour un ministre de faire ça? Est-ce qu'il y a du bénéfice? Je m'en fiche. Voilà, je m'en fiche parce que ce dont je suis sûre, c'est qu'il y a à la fois des acteurs professionnels qui sont en attente d'une réforme, que j'ai la capacité de la construire avec eux parce que je suis relativement lucide sur mon pays et je sais qu'aujourd'hui, on ne réforme rien sans ceux qui sont au cœur des dispositifs qu'on réforme, parce que c'est eux qui savent, et ils ont un savoir, vous avez un savoir, mais c'est valable aussi pour d'autres secteurs, qu'il faut reconnaître dans l'élaboration d'une réforme. Et puis surtout après, réforme, on peut voter tout ce qu'on veut à l'Assemblée nationale et au Sénat. Si les acteurs qui sont supposés la mettre en œuvre font de la résistance passive, il ne se passe rien. Voilà. Donc, on n'appuie pas sur un bouton quand on fait une réforme. Donc, ce que j'ai construit, c'est co-construire la réforme, mais maintenant, il faut co-construire la mise en œuvre de la réforme. Et c'est le sens du dialogue que nous avons ce matin, même si je sais que pour certains d'entre vous, c'est pas assez du dialogue, le dialogue était plus à la tribune, mais des propos assez francs que je tiens devant vous, avec mes parts d'incertitude, ma lucidité sur la question des moyens, et de tout cela, quel est le but de notre conversation d'aujourd'hui? C'est que la mise en œuvre de la réforme devienne votre outil. C'est à vous de la mettre en œuvre. Moi, je ne vais pas pouvoir, je peux venir dans un département, si on me le demande, si un vice-président de département me le demande, si un directeur ou une directrice des services enfants de famille me le demande, je peux venir expliquer le sens de la réforme, stimuler une réflexion collective identique à celle que nous avons menée au niveau national, mais la mener au niveau départemental, la réunion de tous les acteurs, la réflexion sur l'appropriation de la réforme. Je peux faire tout ça. Mais en dernière analyse, c'est entre vos mains quelle est cette réforme. Voilà, c'est entre vos mains, donc je vous la lègue, voilà, je vous la donne, et à vous d'en faire le meilleur. Merci. Merci, madame. Merci, madame. On vous souhaite évidemment un bon retour.